Dani Olmo va devenir un nouveau joueur du Barça. Et oui, le club va probablement pas tarder à l'annoncer, en tout cas à l'heure où j'enregistre, ça n'a pas été fait. Il a passé ses petits tests médicaux, ça a l'air de s'être bien passé, donc on va pas tarder à l'annoncer je pense. Présentation prévue vendredi. On va parler un petit peu de ce transfert, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Dani Olmo va donc devenir le deuxième transfert de l'été, parce que oui, le premier était pas au Victor, il était un petit peu passé sous silence parce que c'était que 3 millions, quelque chose comme ça, parce que c'est pas au Victor, donc voilà, c'est pas considéré comme un gros transfert, donc voilà, donc c'est le premier vrai gros transfert du club de l'été. On verra si c'est le seul, c'est Daniel Olmo Carvajal, et oui c'est son vrai nom. Donc il revient à la maison, le petit Dani. Voilà, il était parti pendant quelques années parce que Dani vient de la Masia évidemment, et on le sait tous au Barça, ce qu'on adore faire c'est laisser partir nos jeunes pépites et puis après les racheter un bras derrière. C'est vraiment quelque chose qu'on apprécie ici. Je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas on adore faire ça. Donc cette vidéo ne va pas être une vidéo analyse, je sortirai probablement la vidéo analyse dans la semaine, je sais pas trop encore. Je voulais aussi sortir une petite vidéo pour faire mes petites conclusions, on va dire, de cette tournée aux USA. Bon là il y a la signature de Dani Olmo qui arrive, donc j'ai envie de parler un petit peu du sujet aussi. Voilà, donc je ferai une analyse, je sais pas quand, de Dani Olmo pour qu'on voit un petit peu plus ce qu'il peut apporter, en tout cas son profil, comment il jouait en tout cas à Leipzig, comment il jouait avec l'Espagne aussi, c'est parce que c'est un petit peu différent au final. Donc il y a 3 questions qu'on peut se poser sur Dani Olmo. La première question c'est au niveau du poste. Quel poste il va jouer, il va pouvoir jouer, quel poste il peut occuper en tout cas, sur tout ça. La deuxième question c'est qu'est-ce qu'il va apporter vraiment de plus à cet effectif, est-ce qu'il va apporter quelque chose en plus par rapport aux joueurs qu'on a, donc quel est vraiment son profil par rapport au profil des autres joueurs, voilà tout simplement. Et la troisième question c'est est-il un joueur fiable physiquement? Blessure. Ça, on va en parler quand même. Donc on commence avec la première question, quel poste il peut occuper? Parce que la question qu'on se pose aussi, évidemment, c'est quel poste il va jouer. À quel poste il va jouer Daniel Olmo? Ouais, je sais pas. Qui sait? On ne sait pas. Est-ce qu'il va jouer 10? Est-ce qu'il va jouer ailier gauche? Est-ce qu'il va jouer ailier droit? Bon, ailier droit, la question se pose pas trop, il y a Lamine Yamal qui est là, donc j'imagine que non. Il reste le poste de numéro 10, mais ça on va en parler parce qu'au final, on a vu la pré-saison, on n'a pas joué avec un 10, ça peut un peu nous troubler, brouiller les pistes. Et donc il peut jouer ailier gauche, un profil d'ailier gauche donc qui rentre dans l'axe, qui est plus axial. C'est pas un ailier vraiment de débordement qui colle la ligne, voilà, ça c'est le rôle de toute façon des latéraux. Donc à quel poste il peut évoluer? Il peut évoluer au poste d'ailier gauche, il peut évoluer au poste de milieu offensif numéro 10, il peut jouer au poste de faux neuf et il peut jouer au poste d'ailier droit. Un ailier droit qui rentre dans l'axe. Ça c'est un peu là qu'il jouait avec Leipzig d'ailleurs. Leipzig, on le voit sur je vais vous afficher sa petite heatmap à Leipzig. Il était plus positionné comme, on va dire, un faux ailier droit, mais plus demi-espace droit au final que le gauche. Le gauche était réservé plus à Xavi Simons. Donc je doute qu'il joue à droite au Barça, Dani Olmo, mais en tout cas c'est un poste qu'il a occupé avec Leipzig, alors qu'avec l'Espagne, il a joué sous Luis Enrique, il avait joué en faux neuf, il avait joué aussi ailier gauche qui rentre dans l'axe, et là avec Luis de la Pampa, dans l'Euro, il a remplacé Pedri, c'était un peu la doublure de Pedri au poste de numéro 10. Donc, au lieu de se prendre la tête et se dire mais à quel poste il va jouer, on n'a pas besoin de lui, je sais pas quoi, de toute façon il est au club maintenant, et voilà, c'est plutôt, on va souligner sa polyvalence. Le fait qu'il peut jouer à quasiment tous les postes offensifs, c'est une bénédiction pour un coach. Parce que en plus Dani Olmo c'est un joueur assez intelligent, on va le voir après avec plus son profil et ce qu'il peut apporter à l'équipe. Mais en tout cas c'est un joueur intelligent qui peut s'adapter à plusieurs positions et s'adapter facilement. Parce qu'il a la compréhension du jeu, parce qu'il connaît aussi ce football-là. Et puis au final, dans son profil, on va y venir après, mais c'est un profil qui colle parfaitement avec le football, on va dire, de Flick, en tout cas le peu qu'on en a vu là pendant la pré-saison. Donc on va passer à la question directe, la question du profil. Est-ce qu'il va apporter vraiment un plus à cette équipe? Oui, concrètement, Dani Olmo, c'est pas un joueur, c'est pas un mauvais joueur. Il y en a beaucoup qui sont pas fans de Dani Olmo. Moi, je l'avais dit pendant l'Euro, Dani Olmo, c'est un bon joueur. Voilà, c'est pas nouveau de toute façon. Dani Olmo c'est un joueur qui fait des différences, c'est un joueur qui est très intelligent, c'est un joueur qui est très offensif aussi, qui joue par la plupart du temps ailier mais qui a quand même une zone d'activité assez axiale, qui joue dans les demi-espaces ou au poste de numéro 10, en tout cas vraiment axe, entrée de surface. C'est un joueur qui est très dangereux,
très dangereux, c'est un poison pour les défenses adverses parce qu'à tout moment il peut déclencher une frappe, il a une très bonne frappe. À tout moment dans les petits espaces, demandez à Tchouaméni, il peut effacer quelqu'un et tirer et marquer un but. On l'a vu pendant cet Euro. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas quelque chose de nouveau aussi, c'est quelque chose qu'il faisait déjà avant. Dani Olmo, il a une très bonne frappe, très bonne qualité de frappe. Il a une bonne qualité de passe aussi. Les jeux dans les petits espaces, Dani Olmo c'est un joueur associatif, on peut dire ça comme ça, je sais pas, qui joue vraiment, qui utilise ses coéquipiers. C'est pas un joueur parce que quand on compare un peu certaines datas par exemple, et je me suis amusé à comparer les datas de Dani Olmo par exemple et de Joao Félix, et on voit que Joao Félix fait plus de dribbles que Dani Olmo. Et là on se dit ah ouais mais en fait Dani Olmo c'est pas un dribbleur. Bah de toute façon c'est pas forcément un joueur qui va dribbler Dani Olmo. Alors il va le faire pour effacer un joueur, tout ça, c'est pas la question. Mais c'est plus un joueur qui va utiliser ses coéquipiers, c'est-à-dire qu'il va jouer en une touche de balle, il va jouer en remise, jouer en 1-2, dos au jeu, tu vois, il va faire des petites déviations, il va partir dans la profondeur, il va prendre la profondeur. C'est vraiment un joueur qui s'associe avec ses coéquipiers, qui a besoin de connexion, tu vois. Il va jouer des doubles 1-2 avec des mecs, tac, une touche de balle, ça va aller très vite. Donc on en vient à son profil et par rapport à Flick aussi, ce que veut Flick. On a vu pendant la pré-saison, Flick, ce qu'il voulait, c'est un jeu très rapide, un jeu qui, quand on s'approche de la surface, allait le plus vite possible et en une touche de balle. Pas garder la balle pendant 3 heures et pas savoir quoi faire, non. On a déjà vu des centres, on va dire, des latéraux avec un gars, soit le numéro 10, soit un attaquant qui fait semblant de venir prendre la balle, qui la laisse passer, qui fait son appel dans la profondeur, l'autre il prend la balle, il distribue, ou des trucs comme ça. On a vu hier contre le Milan AC, tard la nuit, par exemple, sur le deuxième but, typiquement, Bernal qui fait la passe. Directement, en fait, on a le défenseur qui lance entre les lignes. Bernal qui se retourne en 2 touches de balle, qui sert Rafinha. Et Rafinha qui jouait à ce poste de numéro 10 justement, et qui dévie directement une touche de balle qui lance en profondeur Pau Vitor. Pau Vitor après, qui court, qui fait son petit centre à Lewandowski. C'est quasiment que d'une touche de balle ou 2 touches de balle, ça va très vite. Quand je vois Dani Olmo, je me dis qu'il peut parfaitement coller à ce genre de football parce que c'est son style aussi. C'est pas un joueur qui va tricoter, garder la balle, jouer on va dire pour les caméras. Dani Olmo n'est pas un joueur comme ça, c'est pas un joueur qui a envie de briller, vas-y donnez-moi la balle, je vais aller tricoter. Non, c'est un joueur très vertical et qui met beaucoup de vitesse dans son jeu, tout simplement, et dans le jeu de ses équipes du coup. Donc vu qu'il a une bonne frappe, qui met des buts, qui joue de manière très verticale, très directe, et bien souvent on compare un petit peu Fermin Lopez à Dani Olmo. Moi je l'ai dit aussi, si on a Fermin Lopez, pourquoi on va aller chercher Olmo pour jouer à ce poste de numéro 10 ? On peut se poser cette question-là, est-ce que Dani Olmo va freiner la progression de certains joueurs, dont Fermin Lopez qui est en train de faire des JO monumentaux ? Moi je l'ai dit, Fermin Lopez, sous Flick, il peut vraiment passer encore un step et devenir vraiment très important pour l'équipe. En tout cas, plus décisif dans les buts, tout ça, marquer plus de buts, faire plus de passes décisives, être plus dangereux, développer un peu plus son jeu aussi. Ça, c'est une possibilité. Sous Flick, maintenant, est-ce que Dani Olmo va freiner cette progression ? Je ne sais pas. Tout dépend le poste où il va jouer. On nous dit, Dani Olmo, il va venir quand même, mais on va quand même essayer d'aller chercher Nico Williams. D'un coup, il y a des rumeurs qui sortent. Ouais, on nous a proposé Kingsley Coman. Est-ce que Kingsley Coman va venir et Nico Williams non ? Est-ce qu'on va faire venir le joueur en prêt ? Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais du coup, est-ce qu'on va aller vraiment chercher un ailier gauche ou est-ce qu'on va mettre Dani Olmo à ce poste d'ailier gauche ? Ce qu'on a vu avec Flick aussi, déjà, on va parler un petit peu terrain, un petit peu tactique, football, vite fait 2 minutes. Ce qu'on a vu avec Flick, tout d'abord, c'est des ailiers qui rentrent dans l'axe. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est des ailiers, que ce soit Pau Vitor, qui est plus un attaquant, mais qui peut jouer aussi à toutes les positions en attaque. Il jouait ailier droit, mais il rentrait dans l'axe, avec Alex Vaillé, hier, qui prenait tout le temps le couloir, constamment, qui faisait des appels. De l'autre côté, on avait Gérard Martin, ou quand c'est Baldé, eh bien, il prend le couloir aussi. Il prend le couloir côté gauche, et l'ailier gauche rentre dans l'axe. On a vu souvent Rafinha se retrouver très axial, aller parfois même à la place de Lewandowski, qui redescendait, qui dézonnait. Bref, pas le sujet non plus. Donc si Dani Olmo joue ailier gauche, dans un premier temps, il sera très axial et il sera dans sa zone préférentielle, là où il peut le plus apporter et où il peut le faire le plus de bien à cette équipe. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Maintenant, on se dit que peut-être Dani Olmo va jouer numéro 10. Et ce qu'on a vu en pré-saison, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on joue pas forcément avec un numéro 10. Alors certes, par moment, en fait, on a une équipe où il
il y a beaucoup de mouvements. Alors j'ai pas envie de développer tout ça ici parce que ça durerait trop longtemps, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais concrètement, quand on voit à la construction, on a un seul pivot. Hier en début de match, c'était Christensen. Après, on a eu Bernal qui est rentré, on a vu la lumière. Mais Bernal qui jouait donc seul en pivot avec Casado et à côté de lui donc Rafinha. Rafinha qui jouait plus axial, mais qui jouait quand même un peu milieu de terrain. Ou alors Quim Juniant qui jouait ailier gauche, mais quand même au poste d'ailier gauche quoi. Mais qui descendait quand même pas mal et on avait l'impression qu'il jouait presque milieu, tout ça. Donc on a en fait, on saurait pas vraiment dire dans quelle position jouent les joueurs parce que les joueurs bougent énormément et ça c'est la grosse différence entre Flick et Xavi. J'en ai déjà parlé dans une vidéo récemment, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, tout ça. L'équipe de Xavi, les joueurs, ils étaient trop statiques. Ils restaient tous à leur place et ils attendaient le ballon. Ça n'aidait pas à la construction et ça n'aidait pas à mettre un petit peu de folie, à emballer le match. On avait du mal à se trouver en fait tout simplement parce que les joueurs restaient un peu trop dans cette zone-là, dans leur propre zone. Du coup, ils se démarquaient pas. Là, avec Flick, on a beaucoup de changements de position. Sur le deuxième but, on le voit très bien avec Bernal qui joue au départ en pivot. Et puis, au final, Casado va à son poste parce que le jeu était à droite et Bernal était sur la droite. Casado va prendre sa place au poste de pivot et Bernal prend la place de Casado. Et c'est là que Dominguez fait la passe à Bernal. Bernal se retourne, il fait la passe à Rafinha. Rafinha qui est censé jouer plus ou moins 10. Et dans ce cas-là, en fait, ça se transforme. Il y a tellement de mouvements, en fait, ça se transforme d'un seul pivot à plus ou moins double pivot avec un 10, tu vois. Donc c'est ça bouge tellement que je sais pas si on peut dire qu'on joue vraiment avec un 10. Je sais pas si on peut dire qu'on joue en double pivot. Parce que quand on défend, on défend avec deux pivots. En 4-4-2, on va dire à plat, quoi. On va dire ça comme ça. Mais quand on attaque, on joue pas forcément avec un double pivot et un numéro 10. Donc est-ce que Dani Olmo, s'il vient, il jouera numéro 10, on ne sait pas trop, est-ce qu'il jouera plus milieu de terrain, mais on sait qu'il peut jouer aussi faux neuf et qu'il peut remplacer Lewandowski. Maintenant, je pense que Lewandowski, il sera plus remplacé par soit Ansu Fati, soit Pau Vitor, il y a les deux derrière. Le poste d'ailier gauche qui rentre un petit peu dans l'axe, il y a Ferran Torres, il y a Dani Olmo. Ansu Fati peut jouer à ce poste, mais je crois qu'Ansu Fati est préféré quand même dans l'axe. Et puis après, ailier droit, on a Lamine Yamal, Rafinha qui peut jouer aussi à gauche, qui n'a pas été mauvais quand il a joué à gauche dernièrement. Donc ça fait beaucoup de solutions, on se dit il y a peut-être un embouteillage, c'est pas plus mal quand on voit le nombre de matchs, le nombre de blessures qu'on a aussi. Si on peut signer un joueur et potentiellement signer d'autres, je suis d'accord, je disais que Dani Olmo n'était pas la priorité, c'était pas le joueur prioritaire à signer, on est totalement d'accord là-dessus. Maintenant il est là et je pense qu'il va être très utile à l'équipe, qui va apporter vraiment cette touche de verticalité et cette touche technique en plus, parce que Fermin Lopez, on en parlait tout à l'heure, on comparait un peu de Fermin Lopez à Dani Olmo parce que c'est un joueur attiré par le but, Fermin Lopez, tout ça. Mais Fermin Lopez, il manque encore un petit peu. Alors je sais pas s'il va gagner ça avec le temps parce que c'est, on va dire, inné, la qualité technique, la touche technique. Tu peux travailler, mais bon voilà. Dani Olmo a ce côté un petit peu plus technique. Si on doit jouer en une touche de balle dans des petits espaces, je pense que Dani Olmo va plus s'en sortir que Fermin Lopez. On a déjà vu Fermin Lopez la saison dernière louper quelques petits contrôles, tout ça, ou alors des fois trop se précipiter. Donc il va falloir doser pour le coach. Doser entre la qualité de Dani Olmo, la progression aussi de Fermin Lopez, sachant que on avait dit qu'on avait Pedri, Gundogan qui pouvaient jouer ce poste de 10, mais du coup si on joue pas vraiment en 10, en fait en gros tout le monde peut jouer en même temps, c'est ça que je veux dire, et qu'on n'est pas obligé d'avoir un 10 pur avec Gundogan, Pedri ou Dani Olmo ou Fermin Lopez. Ça peut aussi tourner, on peut avoir un Gundogan titulaire avec Dani Olmo ou même Fermin Lopez, tout simplement. Donc on l'a dit, il y a beaucoup de matchs, donc on a besoin de beaucoup de joueurs aussi. On l'a vu la saison dernière, nos problèmes, c'était, bon, mis à part le fait qu'on savait plus presser, on savait plus défendre, mais c'était un manque aussi d'efficacité. Un manque d'efficacité, et là pour le coup, Dani Olmo est assez efficace. Il se crée pas énormément d'occasions à chaque match, certes, mais il est efficace. Quand on regarde les expected goals et les expected assists, eh bien il est toujours au-dessus. Il marque plus de buts que prévu et il fait plus de passes D, tout simplement. Donc il est assez efficace dans son jeu et ça c'est ce qui manquait aussi à ce Barça. On va pas se mentir. Maintenant nos problèmes aussi, mis à part l'efficacité, c'était les blessures. Et là on va venir à la troisième question. Est-ce que Dani Olmo est un joueur fiable? Eh bien on peut se poser la question. Il y en avait pas mal qui disaient, bon ça me faisait un peu rire, qui disaient ouais mais Pedri, c'est pas grave si Dani Olmo vient, parce que Pedri il est tout le temps blessé, donc au moins avec Dani Olmo on aura un joueur. Alors les gars, oui, si on se base par rapport à l'euro, si jamais le football n'existait que par cet euro là, oui, Pedri s'est blessé et a été remplacé par Dani Olmo. Et Dani Olmo ne s'est pas blessé, donc on peut dire, on en tire des conclusions et on se dit,
Pedri n'est pas fiable et Dani Olmo est fiable, il l'a remplacé. Voilà, lui au moins il se blesse pas. Bon, ça serait faire des conclusions quand même assez bizarres. Quand on regarde, je vais vous afficher des petites choses. Quand on regarde les blessures, l'historique des blessures, donc ça c'est sur Transfer Market, vous allez voir les historiques des blessures. Hein. Quand on regarde les historiques des blessures de la saison dernière, 2023-2024, Dani Olmo s'est blessé 3 fois, a manqué 111 jours et surtout 29 matchs. Pedri, pour la même saison, a loupé 128 jours, il s'est blessé aussi 3 fois, même nombre de blessures, et il a manqué 25 matchs. Donc Dani Olmo a manqué 4 matchs de plus que Pedri. Bon, c'est pas un concours, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Pour la saison d'avant, 2022-2023, Dani Olmo s'est blessé 2 fois, il a manqué 80 jours et il a manqué 20 matchs. Pedri, saison 2022-2023, il a loupé 110 jours, il s'est blessé 2 fois et il a loupé 19 matchs. Après, c'est la saison d'avant encore. Pedri s'est blessé énormément de fois, 4 fois. Il a loupé 41 matchs, c'est violent. Alors que Dani Olmo en a loupé seulement 19. Mais quand même, quand on regarde les 3 dernières saisons, bon, ça fait environ 70 matchs manqués sur 3 saisons. Mais ça fait en moyenne entre 20 et 30 matchs ratés par saison pour Dani Olmo. Ce qui est à peu près pareil au final que Pedri, en tout cas sur les 2 dernières saisons. Donc c'est pas un joueur, on va dire, très fiable. C'est pas un joueur sur qui tu peux compter toute la saison. C'est un peu comme Pedri au final, on se dit il va venir, il va apporter quelque chose, tout ça c'est bien, mais à tout moment il peut se blesser et rater un mois de compétition. C'est une possibilité, donc il faudra bien gérer et c'est peut-être pas plus mal aussi qu'on ait plusieurs joueurs comme ça. Enfin, le mieux c'est d'avoir des joueurs qui se blessent pas, je sais. Mais je veux dire qu'on ait plusieurs joueurs qui puissent aussi rentrer dans la rotation et éviter à ces joueurs-là de se blesser et qui puissent apporter un maximum sur le terrain. C'est ce qu'on a vu un peu pendant cet Euro. C'est un peu les conclusions qu'on s'est fait aussi. C'est que De La Fuente, il gérait assez bien Pedri. Bon, Pedri s'est fait découper par Kroos, donc c'est pour ça qu'il s'est blessé. C'est pas une blessure vraiment musculaire ou quoi, c'est plus voilà, un tacle quoi. Donc De La Fuente, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait Pedri, qui était pas forcément à 100%, mais il le mettait 60 minutes. 60 minutes, pendant les 60 minutes, il se donnait à fond. Et après, Dani Olmo rentrait les 30 dernières minutes. Voire plus, mais bon bref, et il se donnait à fond pendant les 30 minutes, tu vois. Après il a pris la relève, Pedri s'est blessé et il jouait, il enchaînait les matchs et il a enchaîné des bons matchs, voilà, sans se blesser. Donc est-ce que Dani Olmo est un joueur assez fragile? Oui. Est-ce qu'il est irrégulier de par ses blessures? Oui. C'est pas un joueur qui va constamment apporter sur toute une saison, va vraiment être sûr, fiable toute la saison. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Maintenant, on va voir avec le staff de Flick. Beaucoup pensent que le staff va changer beaucoup de choses par rapport à ça, par rapport à ses blessures. On va voir si nos joueurs continuent à se blesser. On va voir si les préparateurs physiques vont améliorer certains joueurs dans ce domaine-là. Ça, c'est des interrogations, mais on aura une réponse sur le long terme, on va dire. On verra sur la saison. Ce qu'on peut dire, ça va être ma petite conclusion, c'est que Dani Olmo, c'était pas forcément la priorité, mais c'est un joueur qu'il faut accueillir les bras ouverts, les amis. Il y en a plein qui l'aiment pas, tout ça, je veux bien. Mais quand on connaît un petit peu le joueur, c'est un joueur qui va beaucoup apporter à cette équipe, je pense, qui va élever le niveau en termes de qualité, d'efficacité, de dangerosité, de qualité offensive, vraiment sur le but adverse. C'est vraiment un gars qui va apporter un plus à cette équipe, qui va passer à un petit niveau supérieur. Alors c'est pas le transfert du siècle, c'est pas genre Messi qui revient et qui va apporter. Non les gars, c'est pas le transfert de Neymar quand on l'a acheté, c'est pas le transfert de Luis Suarez quand on l'a acheté aussi, non. Mais c'est un mec qui va te faire gagner en qualité dans la surface adverse. Tout simplement. Est-ce qu'on avait besoin d'un mec comme ça? Est-ce qu'on n'avait pas plus besoin d'un mec qui va t'apporter en qualité défensive au milieu de terrain, un 6, un mec comme ça, un pivot? Peut-être, mais comme vous l'avez vu pendant la pré-saison, on a les deux Marc Casado, Marc Bernal. Il faudra compter dessus. En tout cas, je pense que Flick compte dessus tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de joueurs un petit peu où on rentre pas forcément trop dans les détails quoi. J'espère que ça vous a plu. On fera une autre vidéo comme j'ai dit, analyse vraiment un peu plus poussée, analyse avec des séquences vidéo tout ça de Dani Olmo pour qu'on voit un petit peu plus ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et puis voilà quoi. D'ici là, j'espère que vous passerez une très bonne journée, très bonne semaine. À la prochaine. Ciao ciao.